mais on va lancer l'après-midi. Donc ça continue en compagnie des tiers-lieux. On a le groupe national qui travaille sur les questions foncières avec l'Association nationale des tiers-lieux, qui est dans la salle de la baie, qui est juste à côté, qui fera une pause au moment où on aura fini la conférence. Vous pourrez rencontrer les principaux acteurs qui travaillent sur le portage foncier des questions tiers-lieux, les foncières solidaires, voilà, et qui sont en train d'éditer un guide qui va sortir dans quelques semaines, on va dire un mois ou deux, on va dire plutôt. Le guide sur la question foncière, c'est une somme de connaissances vraiment impressionnante sur comment gérer les questions foncières dans les tiers-lieux, et Dieu sait que c'est un sujet important. Donc il est là en avant-première, ils sont en train de le malaxer dans le groupe de travail là-bas et de le finaliser. En attendant, vous pouvez aussi consulter, il est présent à l'accueil, le guide des tiers-lieux et collectivités, qui peut vous servir quand vous devez convaincre une collectivité territoriale, où vous devez échanger avec, travailler ensemble sur un projet de tiers-lieu. Toutes les questions sont abordées dans ce petit ouvrage qui est très bien fait, édité par le GIP France Tiers-Lieux. Voilà, c'était le moment outillage. Merci. Alors, je vous propose de commencer l'après-midi en prenant un temps avec les partenaires qui accompagnent la compagnie et le réseau des tiers-lieux au quotidien. Donc, je remercie Yann Paulmier qui est venu pour la Maïf. Bonjour Yann. Voilà, le temps de régler. Faut que tu mettes... Si, ça y est, bonjour à tous. Alors Yann, tu travaillais dans un Fab Lab, ça se voit pas, mais il a des problèmes. Il a du mal à faire. Est-ce qu'il y a un dress code particulier pour travailler dans un Fab Lab? Non, mais t'aurais dû t'en sortir avec le micro. Oui. Ah oui. C'est vrai. Oui, non, maintenant ça y est, je suis passé de l'autre côté là. Et maintenant, tu représentes la Maïf, qui s'associe à l'événement pour la première fois. Alexandre Desrousseaux, tu as la lourde tâche de représenter l'institution régionale, la région des Hauts-de-France. Voilà, bonjour Alexandre. Et Nadège Farvac, tu représentes la Caisse des dépôts, voilà, qui nous soutient. Bonjour également. à tous. Donc je voulais que vous expliquiez, avant qu'on commence la conférence, comment se traduit le soutien que vous apportez et aux tiers-lieux et au réseau de tiers-lieux. Peut-être, Alexandre, commencer par le soutien historique de la région des Hauts-de-France. Alors j'aime bien parce que quand les gens me disent historique, là, la barbe, les cheveux blancs, 20 ans. 20 ans que je suis à la région. Hein. Ouais. Oui, alors je ne sais pas s'il faut parler de soutien historique, mais effectivement, du point de vue de la région, par rapport au tiers-lieux, c'est vrai que je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Voilà. J'avais dit que je le placerais, je l'ai placé en début. Voilà, ça fait 10 points. Hein. Très concrètement, 2017, notre première délibération sur le sujet, et j'avais la plume. On cherchait on va avouer, hein, on cherchait à renouveler le genre des lieux dédiés au numérique. Voilà. Et on s'était rendu compte que dans tous les points sur ce sujet, les points Picardie en ligne, les cybercentres, cyberbases, etc., on voyait émerger des fonctionnalités nouvelles. À l'époque, et c'était le monde d'avant, on parlait de télétravail exploratoire, de coworking, c'était le mot, maintenant c'est banalisé, de Fab Lab, voilà, d'accompagnement de porteurs de projets. Et donc on a lancé un dispositif avec un angle numérique. Voilà. La direction du numérique s'est lancée là-dedans, et avec quelques beaux succès, on a accompagné pas mal de monde, etc. Et puis on s'est dit, bon, c'est quoi la suite? On s'est longuement posé des questions, certains le savent, et très récemment, on a dit, ok, il y a un truc qui manque encore, c'est dans les zones urbaines denses, il y a des tiers-lieux, des fois même ils naissent sans être publics, et c'est tant mieux. Dans d'autres territoires, il faut un petit coup de main du public. Et puis, il y a des zones totalement dépourvues de tiers-lieux. La face nord, les rapports le disent, France Tiers-Lieux, etc. Et nous, on travaille à la maille intercommunale. On a identifié 35 territoires intercommunaux sur lesquels il n'y en a pas.
Et on s'est dit, tiens, on va mettre un petit peu de sous pour l'aide à l'émergence. Donc ça a été fait, le courrier est parti. Les 35 présidents d'interco, on leur a dit, dites donc, sur votre territoire, il n'y en a pas, est-ce que vous voulez qu'on joue ensemble ? Ce n'est pas forcément l'interco qu'on va aider. Peu importe qui porte le tiers-lieu à émerger, mais selon nous, l'important, c'est qu'il y ait une communauté d'acteurs qui se mettent autour d'une table, et ça prend du temps, d'où le fait qu'on donne un peu d'argent à quelqu'un pour réunir tout le monde, un peu de chauffage, un peu de table, etc., pour dire, tiens, et si on faisait quelque chose qui ressemble à ça dans notre territoire à nous ? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça le chemin historique. Et puis, chemin faisant, on a réussi, parce qu'on très vite on s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas que numérique, à monter à bord des collègues d'autres directions, disant, dites donc, vous devriez regarder du côté des tiers-lieux. Alors il y a des fruits, il y a eu un appel à projet de la formation professionnelle Connaissance Hauts-de-France qui s'est engagé à explicitement soutenir des actions où le mot tiers-lieu est mis. Voilà. On a d'autres directions du Conseil régional qui, dans le cadre de leur crédit de droit commun, se disent mais c'est vrai que certaines de nos actions, on devrait peut-être plutôt les mettre en prise d'appui sur les tiers-lieux. C'est peut-être des points d'accès à nos politiques aussi. Et dans une vision effectivement de plus en plus polythématique, polyfonctionnalité, etc. Donc la posture qui est la nôtre, c'est celle-là. Et puis bien évidemment, à côté de ça, on s'est dit que ce serait bien que tout ça soit animé et que nous, on n'avait pas le temps de le faire et qu'il y ait des gens qui étaient mieux pour le faire. Et donc on a mis un petit peu d'argent européen, puisque c'est essentiellement ça, nos marges de manœuvre aujourd'hui dans la période que vous connaissez, pour soutenir ceux qui animent la dynamique des tiers-lieux. Et donc la perspective, en gros, c'est quoi pour nous ? C'est de se dire, là où il n'y en a pas, essayons d'en faire naître. On va voir ce qu'on peut faire, hein. C'est pas facile. Hein. C'est un sujet qui pour vous est quotidien, mais pour certains territoires, il y a encore plein de stéréotypes, plein d'inconnus, donc comme c'est inconnu, on n'y va pas. Et puis pour les territoires où il y a déjà des choses, maintenir la dynamique, continuer à la professionnalisation, et puis de plus en plus articuler la dynamique des tiers-lieux avec les politiques de droit commun de la région, qui pourraient venir intervenir tout ou partie sur des projets pour mettre du grain au moulin. Voilà un petit peu. Ça te va comme Ça, c'est la prochaine étape pour éviter peut-être l'écueil de la politique de la ville, par exemple, qui dit on va créer un financement spécifique tiers-lieu. Le pari, c'est de dire on va travailler aussi avec les autres directions, parce qu'en fait, du tiers-lieu, il y en a un peu dans toutes les politiques sectorielles d'une institution comme la région. C'est ça. Moi, j'appelle ça la droit communisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut convaincre ceux qui ont de l'argent dans différentes politiques durables, de droit commun, qu'une partie de leur argent, ce serait bien qu'ils le mettent dans les tiers-lieux plutôt qu'ailleurs. Dans des périodes de disette d'argent, c'est pas évident de flécher, de reflécher, donc de déflécher, parce que c'est ça le sujet. Il faut abandonner des trucs pour remettre de l'argent ailleurs, augmenter les impôts, enfin sauf si il y a une manne céleste qui arrive du côté de Paris, mais je n'y crois plus. Je crois qu'on est tous un peu là-dessus. Mais oui, effectivement, c'est de mieux articuler, et on va y veiller, nous, puisqu'on a une collègue, Claire, qui va relancer la dynamique interdirection sur ce sujet. J'ai écrit aux différents directeurs concernés pour voir comment on peut se mettre comme des bottes de fées autour du berceau des tiers-lieux dans leur territoire. Bon, voilà, merci. Merci Alexandre. Nadège, donc toi tu représentes la Caisse des dépôts. Alors la Caisse des dépôts, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu une banque. Donc comment vous soutenez les tiers-lieux et vous soutenez même la compagnie des tiers-lieux et les réseaux régionaux ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les formes que prend ce soutien ? Oui, bien sûr. Donc la Caisse des dépôts, effectivement, soutient le secteur de l'économie sociale et solidaire depuis déjà plusieurs années. Alors au départ, on a soutenu essentiellement les têtes de réseau type France Active. Hein, donc on est un des financeurs des dispositifs local d'accompagnement, du FIDES et puis du fonctionnement global des structures de France Active sur les territoires. Plus récemment, on a souhaité se doter d'axes d'intervention stratégiques, parmi lesquels figure l'inclusion sociale. Et donc l'idée en région, tout simplement, c'est de soutenir les structures qui travaillent dans ce sens et donc contribuent à travailler sur cet axe stratégique.
Donc pour l'année 2024, les années 2024-2025, on a décidé, donc en région Hauts-de-France, de nouer un partenariat avec la compagnie des tiers-lieux. Donc on va soutenir dans son fonctionnement et aussi sur son action spécifique dans le domaine de la formation. Et puis au-delà de ce soutien financier de la Banque des Territoires à la compagnie, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble dans les mois et années qui viennent, puisque au niveau de la Banque des Territoires, on a à cœur de soutenir aussi l'émergence des tiers-lieux et donc les tiers-lieux sur le territoire. Et on a besoin en fait de l'expertise de la compagnie, on a besoin de sa connaissance très fine du territoire régional pour nous aider à identifier les projets en émergence et qui ont besoin d'une aide en financement pour l'amorçage. Donc cette aide peut prendre différentes formes en fonction des besoins, du montant de besoins. Donc ça peut être une aide en subvention, ça peut être une aide en prêt quand les besoins sont plus conséquents, notamment quand il y a des besoins immobiliers ou d'aménagement, travaux importants. Et donc tout ça, le fait de travailler avec la compagnie, ça va nous permettre en fait de pouvoir flécher au mieux nos financements vers les projets de tiers-lieux. Et puis peut-être dire aussi qu'on est aussi au niveau de la Banque des Territoires partenaire de programmes d'accompagnement territoriaux dont vous avez sans doute déjà entendu parler, notamment les programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, qui nous permettent aussi de déployer des financements spécifiques pour des projets de tiers-lieux et d'accompagner parfois en ingénierie. Donc on l'a fait il y a quelques mois pour un projet de tiers-lieu dans le Pas-de-Calais où on a contribué à financer une étude permettant de maturer un projet de tiers-lieu qui a ouvert là, il y a quelques semaines. Ok, merci Nadège. Donc il y a plusieurs partenaires qui souhaitent travailler plus en lien avec les tiers-lieux. Donc la Caisse, mais je pense aussi à la Fondation de France, la Maïf, la région. Et donc, on les a réunis à la compagnie dans un format de réunion qu'on appelle le radar tiers-lieux. Donc, en gros, on réunit tous les bonnes fées, comme disait Alexandre, qui veulent donner des sous aux tiers-lieux. Et on travaille sur des cartographies. Et donc, on fait remonter des projets tous ensemble. Aussi bien nous, compagnie, parce qu'on travaille avec des cercles territoriaux. Il y en a 7 sur le territoire qui nous font remonter des projets. Mais aussi les collectivités territoriales qui participent à ce radar peuvent nous attirer notre attention sur certains projets, ce qui nous permet en fait de cartographier plus finement les projets existants et de pouvoir coordonner les différentes formes d'intervention sur le territoire. Petite précision aussi sur l'intervention de la Caisse des dépôts, vous intervenez aussi sur des projets qui ont une certaine ampleur et importance budgétaire, c'est-à-dire que, comme on dit, le ticket d'entrée, c'est 1 million d'euros, c'est ça. Alors, alors là, on est vraiment, oui, sur l'investissement. Donc, c'est-à-dire quand on investit, on prend des parts dans un projet. Effectivement, on a des tickets d'entrée assez importants. Mais voilà, sur les tiers-lieux, on avait aussi conscience que on a parfois des besoins moindres, mais qu'il faut accompagner. Donc là, on a une possibilité d'accompagnement en subvention pour des tiers-lieux qui ont des besoins de financement moindres. En subvention directement. Voilà, et donc dans ces cas-là, en fait, on prend en compte la totalité du besoin pour le démarrage. Donc ça peut être besoin encore une fois en travaux, en achat de matériel. Ça peut être aussi sur les premières années les besoins en exploitation, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, notamment sur les premières années. Donc voilà, on prend en compte vraiment l'assiette globale et on a la possibilité d'octroyer des subventions. Et puis si le besoin est plus conséquent et dépasse en fait effectivement les seuils subventionnels, là on peut intervenir aussi en prêt. Et donc là on est sur des besoins en prêt, par exemple, on est plutôt aux alentours de 400 000 euros. Donc voilà. Et effectivement pour les gros projets, là on peut intervenir en participation. Mais en général, on est plutôt sur des projets interrégionaux. Donc là c'est plutôt le siège de la Caisse des dépôts qui prend la main. Donc l'échelon national. Voilà, exactement. Voilà. Ok.
Merci Nadège. Alors je me tourne vers toi Yann, parce que toi tu représentes la Maïf. Et alors la Maïf, au-delà du fait que c'est un assureur militant, pourquoi elle s'intéresse aux tiers-lieux? Ouais, ok, c'est le lancement. Ok, C'est ça ça, marche. c'est la question de lancement. Ok, très bien. Donc oui, effectivement, je représente la Maïf aujourd'hui, mais je précise tout de suite que moi je suis élu des sociétaires. Je travaille pas, je suis pas salarié de la Maïf. Hein. Puisque vous savez, enfin tout le monde sait, je pense, que la Maïf est une mutuelle, donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui appartient à ses sociétaires et donc qui est aussi dirigée par ses sociétaires. En l'occurrence par l'intermédiaire d'élus qui portent la parole des sociétaires au sein des différentes instances et qui, sur les territoires, est aussi en charge de pouvoir venir participer à ce type d'événements dans le cadre des liens partenariaux qui sont créés. C'est une fonction bénévole. En fait. C'est tout à fait une fonction bénévole. Voilà. Okay. C'est ma fonction dans le civil et voilà. De l'autre côté, j'ai d'autres fonctions dont on pourra peut-être parler tout à l'heure avec Alexandre. Pourquoi la Maïf, qu'est-ce que vient faire la Maïf ici? Bon, d'abord, la Maïf, c'est le premier assureur du monde associatif. Donc, voilà, clairement, ça fait très longtemps que la Maïf travaille avec ces acteurs-là, les acteurs qui ont fait émerger aussi, des acteurs qui portaient des dynamiques qui ne s'appelaient pas encore tiers-lieux, mais qui étaient quand même essentiellement de cette... enfin, en tout cas, qui avaient cet ADN-là, notamment les centres sociaux. Hein, la Maïf a un gros partenariat avec la Fédération des centres sociaux depuis très longtemps, avec des actions et des partenariats sur l'ensemble du territoire. Donc, à accompagner aussi l'émergence de cette thématique-là. La grosse raison aussi pour laquelle la Maïf est là aujourd'hui, c'est qu'on est convaincu que les tiers-lieux sont un des vecteurs principaux de l'émergence de d'une transition écologique citoyenne. Clairement, sur les territoires, pas seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que vecteur d'une dynamique catalyseur. Catalyseur, ça me rappelle des acteurs qui ont des noms qui tournent autour de ça, mais voilà, clairement, sur un territoire, et notamment un territoire rural, on parlait tout à l'heure, je parlais hier avec Noémie du Germoir. Clairement, ces acteurs-là, au-delà du lieu en lui-même, c'est aussi l'ensemble des acteurs qu'on est capable d'embarquer. Et les tiers-lieux aujourd'hui, c'est clairement cet élément-là qui permet d'embarquer l'ensemble des acteurs sur cette dynamique-là. Et la Maïf, forcément, c'est, comme tu l'as dit, assureur militant, mais aussi société à mission. Et clairement, une entreprise qui participe, qui a pris des engagements. Un société à mission, c'est un statut juridique qui a été créé récemment qui permet de prendre des engagements vis-à-vis de la société. Des engagements qui sont redevables, qui vont être vérifiés, sur lesquels on doit publier on s'est fixé des objectifs et on doit publier des preuves de ces engagements-là. Et parmi les engagements qui sont pris, c'est contribuer à la transition écologique et contribuer à une société plus solidaire. Donc, voilà, très clairement, s'appuyer sur les tiers-lieux, ça permet d'atteindre ces objectifs aussi. Et travailler avec les tiers-lieux, ça permet aussi de répondre, parce qu'il y a la question financière, tu parlais tout à l'heure, effectivement, tous les acteurs qui veulent financer les tiers-lieux. Pour avoir été de l'autre côté, je sais très bien que c'est le cœur du sujet, souvent, la question de l'argent et du financement. Mais en fait, il y a ça, et nous, on y intervient et on prend notre part. Et il n'y a pas que ça. Et notamment sur la question des services et des solutions qui peuvent être apportées aux tiers-lieux. Moi, pour avoir été, donc, comme tu l'as dit, du côté des tiers-lieux, je sais que la question de l'assurance était une galère, parce que c'est des activités qui sont émergentes, c'est des modèles économiques qui sont très peu connus de la part des structures, des assureurs, et c'est des trucs dans lesquels on mélange des publics, on va faire des activités qui sont ouvertes à certains et pas à d'autres, qui vont cibler des publics différents. Il y a des moments où c'est grand public, il y a des moments où c'est seulement les initiés, il y a des moments où il y a des gens qui viennent travailler, et à côté de ça, il y a des gens qui viennent juste pour rencontrer ou pour des activités de loisirs. Donc on mélange les usages, et ça, c'est des activités qui sont très compliquées à expliquer à son assureur si on n'a pas en face quelqu'un qui a déjà fait ce travail de comprendre et de pouvoir proposer des offres qui soient adaptées. Donc le risque, quand on est face à un assureur qui ne comprend pas, c'est que il vous met la couverture
la plus totale, la plus couvrante et qui comprend tout ce qui est possible. Mais du coup, ça coûte une blinde. Et donc le travail qui a été fait avec la compagnie Tiers-Lieux, avec France Tiers-Lieux, avec l'ensemble des interlocuteurs depuis assez longtemps, c'est de concevoir des produits, y compris des produits assurantiels, qui permettent véritablement d'assurer au plus juste l'activité d'un tiers-lieu et ce qui correspond véritablement à l'usage. Donc ça fait partie aussi d'une des raisons pour lesquelles on est là, c'est de bien comprendre et au fur et à mesure de bien préciser quels sont les besoins des tiers-lieux et de pouvoir voir comment nous on les accompagne. Et je prends juste un dernier exemple de quelque chose de non financier. Avec la fédération des Repair Cafés, l'un des sujets sur lesquels on a pu intervenir, c'est nous, on a des experts en interne sur la question des risques. Les Repair Cafés, c'est un lieu dans lequel on va venir bricoler des choses potentiellement qui peuvent être aussi dangereux. On a fait travailler donc les experts en interne et on a publié ensemble un guide des bonnes pratiques en matière de sécurité et de comment on sécurise son Repair Café. On commence à faire la même chose avec les Fab Labs, etc. Donc il y a aussi sur une dimension d'apport de ressources et de méthodologie, d'expertise où on peut travailler ensemble. Merci Yann. Donc je pense que les ressources dont tu parles, on essaiera de les mettre dans la restitution qu'on va faire de cet événement de 2 jours, puisque je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des gens qui prennent des notes de partout, qui documentent tout ce qu'on fait depuis 2 jours. Et donc, on va faire des actes de ces 2 jours. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter la façon dont vous aidez ce magnifique mouvement des tiers-lieux qu'on aime tous. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit truc? Bien sûr. J'en ai pour 30 secondes. Oui. Et là, c'est avec mon autre casquette, du coup, plutôt côté région, excusez-moi. Oui. Je vous disais du côté... Dans la vie professionnelle, je travaille à la région. Un petit conseil qui coûte rien, mais intéressez-vous à ce qui s'appelle REF 3 et à la dynamique REF 3. Voilà, très clairement. Donc moi, je suis à la région au développement économique. Ce qui a été annoncé en termes de... C'est un bon conseil. Voilà. Ce qui a été annoncé en termes politiques, c'est que, en termes de développement économique, le mantra du mandat en cours, ça va être vraiment REF 3. REF 3, c'est quoi? C'est grosso modo la traduction dans la région Hauts-de-France de ce qu'on appelle la transition écologique. Et donc, intéressez-vous à REF 3 parce que clairement demain, pour venir chercher de l'argent à la région, en tout cas ça, sur la partie développement économique, il faudra savoir expliquer en quoi on est REF 3 et comment on y contribue. Et on est tous REF 3, j'ai envie de vous le dire. C'est pas juste un jeu de tagage, mais effectivement, complètement abondé là-dessus. Le mandat du président Xavier Bertrand, c'est comment accompagner les grandes transitions, notamment cette transition-là, mais aussi les transitions technologiques, les transitions économiques, etc., tout en étant capable de marcher sur l'autre pied qui est la proximité. Et donc, voilà, ceux qui savent sachent, nous sachions. C'était pas forcément facile pour nous de relancer le dispositif, mais l'argument qui est apporté, c'est qu'effectivement, vous incarnez le croisement des deux, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les transitions dans les territoires en proximité sont incarnés, vous accompagnez les gens dans les transitions, dans la proximité des habitants. Donc ça, je pense que c'est un point qui doit vous conforter dans la mission qui est la vôtre et qui peut effectivement vous aider à aller chercher des aides éventuelles de la région. Alors je ne sais pas s'il est vice-président, Frédéric Motte, ou s'il a juste un... Il est président de la mission F3. Voilà. Et après, de façon générale, de toute façon, maintenant... tous les élus devront porter clairement. Il a été maintenu comme 15e vice-président. Ok. Bien. Eh bien, je vous remercie, donc, sauf si vous avez quelque chose encore à ajouter. Mais c'est bon, ok. Eh bien, bravo, merci à vous. Et je vais vous inviter à laisser votre place aux prochains intervenants. Donc, merci d'être venus jusqu'à nous. Et je vais appeler sur scène donc les intervenants de la prochaine table ronde sur la fin de la propriété privée. Enfin non, c'était la baseline de la conférence, mais en tout cas, on va parler de propriété sur cette conférence. Donc j'appelle Hugo, j'appelle Françoise. Voilà, allez-y, prenez place. Romain pour l'écrevisse, et je vais vous présenter tous un par un. Voilà, allez-y, installez-vous où vous voulez, prenez un petit micro, hop. Voilà. Et Slimane, où es-tu Slimane? Te voilà.
Donc, alors j'ai pris des petites notes, ce qui est une bonne chose étant donné qu'on a passé une grosse soirée hier et que j'ai plus tous mes neurones, mais je vais faire au mieux. Alors, donc on va commencer la conférence donc, sur le thème de partager la propriété, qui est un peu la promesse des tiers-lieux, en tout cas sur le moment foncier. En présentant les intervenants. Donc aujourd'hui, les tiers-lieux, c'est la question des usages qui est posée, des usages collectifs et de l'hybridation des fonctions, de la mutualisation. Puis c'est surtout la grande question des espaces communs aussi qui se pose dans les tiers-lieux. Donc la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que la dynamique tiers-lieux, elle a permis de repenser les modèles de propriété en général et spécifiquement sur les portages fonciers des tiers-lieux. Donc, avec nous, Françoise Mène. Donc, Françoise, tu nous viens du Finistère. Et bravo. Et donc, coordonnes le site Les Ateliers Jean Moulin. Tu nous expliqueras en quoi consistent les Ateliers Jean Moulin. Hugo Gallet, donc de la coopérative Oasis, donc qui est un acteur de réseau qui coordonne presque 1000 écolieux, c'est ça ? 1200 écolieux en France. Donc voilà, le chiffre est impressionnant et tu vas nous expliquer pourquoi c'est compliqué. Et ensuite, Slimane Bouraya. Donc Slimane, tu es à la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Ambition Transition, qui est situé sur le versant Picard de la région et qui travaille aussi les questions de transition et tiers-lieux. Et donc, Romain. Comment ? Bidot. Voilà, Romain Bidot. Donc, toi, tu nous viens de Annecy et vous avez monté un projet incroyable qui s'appelle l'Écrevisse et qui est devenu une espèce de catalyseur des dynamiques citoyennes. Et vous avez réussi à lever beaucoup d'épargne citoyenne et à créer une dynamique remarquable sur le territoire. Donc, on est vraiment content de vous accueillir à Lille. Voilà. Donc, en introduction de l'événement, je voulais dire que, en fait, ce qu'on a essayé de faire à travers ces 2 jours, c'est d'essayer de rendre compréhensible une question qui est un peu pénible, c'est celle du foncier, qui n'est pas très sexy, mais en fait, elle devient sexy à partir du moment où elle est incarnée dans des lieux et qu'on voit comment les acteurs s'en sont emparés pour créer du commun. Et donc, on a tiers-lieuisé la question foncière, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va en faire notre sujet et on va réfléchir à comment on peut travailler sur cette question-là de façon collective. Il y a la Loisanne. Normalement, si vous avez participé aux 2 jours, vous savez maintenant la Loisanne n'a plus de secret pour vous. Et donc, vous savez que maintenant, ça va être très compliqué de faire de l'étalement urbain, enfin on espère, et qu'il va falloir construire sur l'existant. Et que donc, la question des détournements de bâtiments existants et requalification de bâtiments existants va se développer. Et donc, on a invité pendant ces 2 jours des pros de l'immobilier, des gens qui travaillent dans des foncières citoyennes. Il y a le séminaire national qui se réunit aussi sur ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, on dit que les tiers-lieux mettent au centre la notion d'usage, expérimentent de nouvelles façons de réguler l'occupation des espaces, en donnant par exemple parfois la possibilité aux usagers du lieu de coposséder les murs. Alors là, je voulais poser la première question à toi, Hugo. C'est la coopérative Oasis, donc vous, comme on l'a dit, 1200 écolieux dans toute la France. Est-ce que la question foncière, c'est une question que posent les oasiciens, je ne sais pas comment on dit, ou les oasiens, quand ils viennent te voir, quand ils viennent voir le réseau, est-ce que la question foncière, c'est une question qu'ils posent tout de suite, ou est-ce que c'est quelque chose que vous amenez après, et puis comment vous intervenez auprès d'eux ? Merci pour ta question, Sébastien. Pour commencer, pour peut-être redonner un peu le contexte, donc la coopérative Oasis, on accompagne ce qu'on appelle nous des oasis de vie, qui sont principalement des habitats partagés, si on veut simplifier la question, et des oasis ressources, qui sont ce que ici on appelle les tiers-lieux, qui peuvent être aussi des fermes collectives, ce genre de choses.
Et principalement, tous ces projets-là sont des projets qui sont à la fois des oasis de vie et des oasis ressources. Et du coup, la question de la propriété, elle tient encore plus à cœur aux porteurs de projets parce qu'il s'agit aussi de leur lieu de vie. Et il y a toute cette question de la transmission, du patrimoine, de ce qu'ils vont céder à leurs enfants qui entre aussi en ligne de compte dans ces projets-là. C'est un aspect qui est assez différent finalement d'un tiers-lieu pour lequel je contribue, dans lequel j'œuvre et qui au final, je fais ma vie par ailleurs et du coup la question de ma propriété et de mon patrimoine n'est pas là. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, effectivement, c'est une des premières questions qu'on adresse avec les groupes, c'est cette question de la propriété associée au foncier, dans quelle mesure on est... quel genre de propriété on veut, qu'est-ce qu'on veut pouvoir transmettre à ses enfants, est-ce qu'on veut du foncier, est-ce qu'on veut des parts dans une structure, qu'est-ce qu'on veut transmettre à ses enfants. C'est le prisme par lequel les porteurs de projets nous posent ces questions-là et surtout vers lesquelles on les oriente à se questionner. Et du coup, il y a 3 formes de propriété qu'on rencontre fréquemment dans le réseau. La première, c'est la propriété individuelle, finalement, assez classiquement, que ça peut être de la copropriété, de la propriété individuelle classique en indivision, on a les SCIA, les sociétés civiles immobilières par attribution, et tout ce qui est de l'ordre du lotissement, donc les associations syndicales libres, les lotissements. Ça vaut pour les gros projets qu'on rencontre qui sont souvent montés dans ces modèles-là parce que il y a une masse de personnes à fédérer, ça prend du temps et le fait de faire en propriété individuelle, ça facilite les choses et le lancement de ces projets. La deuxième forme de propriété, la propriété collective, c'est 80% en gros des projets qui nous rencontrent. Et du coup, là, on monte des structures, soit des SCI, donc sociétés civiles immobilières, qui sont possédées par à la fois les habitants, éventuellement les porteurs de projets sur les lieux, que ce soit les agriculteurs, les artisans, les porteurs de projets tiers-lieux qui viendraient s'installer sur le lieu. On a des coopératives d'habitants, qu'elles soient de loi Allure ou loi 49. Et plus récemment, des modèles plus innovants comme les sociétés coopératives d'habitants de forme civile, qui sont des nouveaux hybrides entre la SCI et la société coopérative. Et la dernière forme qu'on rencontre dans ces projets, et c'est la tranche la plus militante du réseau qui porte ce genre de projet, c'est les projets qui ont vocation à créer des communs, même en ce qui concerne leur habitat, et de fait à rentrer dans une logique d'usage du lieu plutôt que de propriété et de pouvoir céder ce bien commun à des personnes qui voudraient prendre la suite du projet de manière très accessible pour tout un chacun et pour lequel la barrière du foncier et de l'accès à l'immobilier ce frein-là serait levé en fait. Donc en fait, là, cette idée de cette tranche plus militante, comme tu dis, ce serait de sortir en fait le bien du marché Exactement. Pour le neutraliser et permettre sa transmission à des gens qui en prennent soin en fait derrière, dans la durée. Avec une volonté qui est souvent présente dès l'origine du projet de pérenniser la vocation de ce lieu dans cet usage et ne pas que quelqu'un qui intégrerait le projet puisse le dévoyer, le sortir de son objectif initial et de sa raison d'être initiale. Donc vous êtes une sorte d'agence conseil et de R&D aussi sur les nouvelles formes foncières de propriété collective, quoi. Oui, du coup la coopérative Oasis se donne pour mission d'accompagner celles et ceux qui souhaitent vivre dans des écolieux collectifs. Et du coup à ce titre-là, on mène plusieurs lignes d'action, on va dire. Il y a la formation, on forme des porteurs de projets au travers d'une formation longue de 6 mois qu'on appelle la pépinière Oasis. Il y a la partie animation de réseau dont tu parlais en préambule, avec les plus de 1200 lieux qui sont référencés sur la carte Oasis et HPF, Habitat Participatif France, avec lesquels on coopère évidemment. Il y a la partie inspiration et donner à voir au grand public ce que sont les écolieux, les lieux de vie collectifs, les fermes collectives, les tiers-lieux, etc., qui est un autre pan de notre action. Et il y a la partie accompagnement et conseil sur le montage de projets, que ce soit sur la dimension juridique, là dont on parle,
mais aussi financières, sur les questions de gouvernance, sur les questions d'hygiène relationnelle, de relations humaines entre les participants de ces projets. Et la dernière chose qu'on fait, qui est aussi un outil qui a été... à la base, Oasis est une émanation du mouvement des colibris, et le constat a été fait à l'époque que les banques finançaient très mal ce genre de projet et avaient des réticences à suivre ces projets collectifs et à les financer. Et de fait, l'idée originelle, c'était de créer un outil de financement solidaire et citoyen pour ces projets. Et du coup, on a une dernière mission qu'on se donne, c'est de collecter de l'épargne des citoyens comme vous et moi pour sortir cette épargne des banques et la placer donc en part sociale ou en compte courant à la coopérative Oasis, qui est une société collective d'intérêt collectif, qui ensuite le reprête à des projets qui financent du coup ces projets-là à hauteur de 200 000 € au maximum pour l'instant, et qui permet d'accéder au foncier pour ces projets, de lancer des activités, etc. Voilà, c'est la dernière mission. Vous collectez aussi de l'épargne citoyenne. Exactement. Voilà, ok. Merci Hugo. Alors vous, à l'Écrevisse, vous avez fait ça aussi, vous avez collecté de l'épargne citoyenne. Et puis hier, en discutant du projet, j'ai appris que vous aviez collecté 600 000 € d'épargne citoyenne, donc c'est assez impressionnant. Est-ce que 650. 650, pardon. Oui, parce qu'on regarde tous les jours combien ça monte, et tout. Oui, c'est assez angoissant. Donc 650, il faut être précis. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, et dans quelle perspective vous l'avez fait? Alors, c'est pour aboutir à quel montage? Je dirais qu'il y a toujours les faits et après le storytelling qu'on en raconte. Certes. Alors là, on voudrait le storytelling. Je vais plutôt commencer par les faits. Dans les faits, l'association, ça faisait 5 ans qu'elle existait sur Annecy. C'est un super tiers-lieu culturel et social avec plus de 2000 membres sur 600 mètres carrés. Et en fait, on a appris l'année dernière que les propriétaires voulaient vendre. Nous, on était locataires. Et donc, le collectif a pris la décision de racheter le bâtiment. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Vous l'occupiez depuis combien de temps, ce lieu? Fin 2018. C'est un lieu qui est porté par ses adhérents, qui est plein de vie et qui est du coup aussi en constante mutation. Donc ça a commencé avec des artisans au début qui se sont regroupés, ils étaient une poignée et ils ont partagé le loyer. Au fil des années, on a voulu créer des espaces de plus en plus collectifs et arrêter la privatisation. Et donc les artisans sont petit à petit partis, les ateliers se sont transformés en ateliers partagés et les revenus des loyers se sont transformés en revenus du bar associatif. Ok. Et alors donc vous vous êtes décidé à acheter le bâtiment, c'est ça? C'est ça, donc le collectif a pris la décision il y a 1 an et demi. C'est là où moi je suis entré en jeu, puisque du coup j'accompagne le collectif depuis 1 an et demi dans la phase de rachat. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire. Il faut savoir que comme le collectif a déjà 5 ans, en fait il y avait déjà une petite communauté avec 6-7 000 personnes qui suivaient le collectif sur Facebook. Mais nous, on a mis en place tout un tas de leviers, d'actions, avec énormément de communication et de travail bénévole derrière pour aller chercher en fait, le plus d'argent possible. On a utilisé 3 leviers pour la collecte, la levée de fonds. On a d'abord fait une campagne de dons où on est allé chercher 180 000 €. Ça a commencé d'abord, il nous fallait 40 000 € pour pouvoir signer le compromis. En fait, ça a été la première étape. On n'était pas du tout sûr d'être capable d'aller chercher ces 40 000 €, ce qui ça nous représentait déjà à l'époque, pour nous, une somme assez extraordinaire. Et en fait, en 1 mois et demi, on les avait, on a pu aller signer le compromis. Enfin, le compromis, on l'a signé peut-être 6 mois plus tard, mais on a pu en tout cas dire qu'on voulait se porter acquéreur de la maison, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il faut aussi savoir que les propriétaires ont été extrêmement sympas, puisqu'ils nous ont laissé 1 an et demi avant qu'on signe l'acte de vente. Et c'est sûr que sans ça, ça aurait été extrêmement difficile. Et ça vient aussi peut-être compenser le manque de soutien de la collectivité, puisqu'on a très peu de soutien de la part de la mairie d'Annecy. Voilà. Suite à la campagne de dons, on a lancé une campagne d'apport associatif. Donc c'est une sorte de prêt à taux zéro, où on a levé 200 000 €. Et ensuite, sur le dernier mois de la campagne, on a lancé les obligations. C'était pour nous un moyen de ne pas utiliser des actions, c'est-à-dire que les actions, c'est tout le monde partage un petit bout du projet et on est tous un petit peu propriétaires, mais les actions prennent de la valeur avec le temps. Il y a donc de l'inflation, une possibilité de revente, donc le bien immobilier aurait toujours été sur le marché, et nous, notre objectif, c'était d'en faire un bien commun,
C'est un peu l'objectif dont on parlait tout à l'heure. Exactement. D'accord. Exactement, le sortir du marché, créer un bien commun qui appartient à ses utilisateurs. Et donc on a préféré utiliser le système des obligations, où on peut donner un petit pourcentage en échange de l'argent qui est prêté, mais où personne n'est propriétaire à part l'association. Donc on a gardé la forme associative, on a 2000 adhérents aujourd'hui annuellement, et on a créé une société commerciale qui, elle, possède le bâtiment et qui loue le bâtiment à l'association. C'est ça. Donc en fait, il y a une structure quand même qui s'occupe des questions foncières, et il y a une autre structure qui s'occupe des questions d'exploitation du lieu. Exactement, c'est exactement ça. Maintenant, la SAS, la société commerciale, est entièrement possédée par l'association, donc il n'y a aucun risque de dérive. Et c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles on voulait éviter de proposer des actions. D'accord. Et est-ce que ça a fait peur à vos usagers de dire, en fait, on va tous devenir propriétaires de ce lieu, on va tous contribuer à l'effort financier pour le retirer de la propriété? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé comme volonté par les usagers, ou est-ce que c'est la volonté d'un petit groupe d'experts en fait dans votre collectif? Déjà, je dirais qu'il y a peu de gens qui ont vraiment cru au fait que ce serait possible dès le début, que ce soit les partenaires extérieurs comme les gens à l'intérieur du collectif. En fait, ça paraissait complètement fou de se dire on va réunir 40 000, puis 160 000, puis 300 000 euros, et puis au final aller à plus de 600 000 euros. Ça paraissait totalement impossible. Et pourtant, en fait, il y a quand même eu un noyau dur de personnes qui s'est dit on va le tenter. De toute façon, si on le fait, qu'est-ce qu'on risque en fait à le faire? Et en fait, moi aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis là, c'est vraiment pour essayer d'apporter ce message d'espoir. En fait, c'est-à-dire que il y a un collectif qui s'est motivé. Il y a plus de 1000 personnes. En fait, on est capable de suivre que les dons qui ont eu lieu en ligne. Et en ligne, on a eu plus de 1000 personnes qui ont participé. Mais en physique, il y a aussi plein de gens qui, au travers des soirées ou de pièces ou de billets, en fait, ont aussi participé. Mais du coup, on a peut-être 1000 ou 2000 personnes qui ont participé à la campagne. Et puis, il y a une banque, la NEF, une banque éthique, qui nous a prêté 600 000 euros. Du coup, pour moi, ces trois aspects-là, en fait, ça montre l'engouement, évidemment, autour du projet, mais peut-être aussi que ce genre de projets, aujourd'hui, sont recherchés par la population. Et j'ose espérer que c'est aussi un signal... oui, c'est possible et c'est attendu et peut-être même de changement un petit peu dans notre société, un shift peut-être qui se fait autour des tiers-lieux et de ce genre de communauté. Alors, on pourra y revenir, mais ce qui est vraiment intriguant dans ce projet, c'est que vous avez peu de soutien, je pense que c'est un euphémisme de la part des institutions publiques sur votre territoire. Alors Slimane, je vais te donner la parole maintenant. Donc Slimane, toi tu travailles... pour la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Et là, vous travaillez sur un projet de tiers-lieu qui est situé à Creil. Et alors là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a une opposition avec l'institution, puisque, si j'ai bien compris, le bâtiment appartient à l'agglomération. Et comment se passe cette phase de montage? Et est-ce que vous réfléchissez à la question foncière? Est-ce que c'est des échanges, vous avez des échanges là-dessus avec la collectivité? Alors, sur Creil, on est parti d'un appel à manifestation d'intérêt, du coup, oui, de la collectivité, l'agglomération. Ce qui fait que le rapport était un peu différent. Mais l'approche, elle est différente dans la proposition qu'on a faite, dans l'alliance avec une autre structure qui est à Lille, d'ailleurs, qui s'appelle Pop Café. Et dans la mise en place d'un comité, d'une animation, d'un collectif dans lequel on a embarqué aussi la collectivité vers un projet de tiers-lieu. On est parti sur un projet avec une friche industrielle que nous avions repérée au départ, qui n'avait pas certainement de destination, en tout cas à être réintroduite, réintégrée, réinvestie par la ville et l'agglo. Et en proposant ça, on a amené une nouvelle réflexion, des curiosités et la possibilité dans un bassin ouvrier en déperdition. La ville de Creil, c'était quand même beaucoup d'industries ouvrières. L'approche nous a permis à un moment donné de susciter, de pousser la réflexion avec la collectivité sur la reprise d'une friche et la mise en place à terme d'un tiers-lieu avec un collectif d'acteurs sur le territoire de l'agglomération. Ça, c'est la première étape.
Donc on les a bousculés, on les a amenés à réfléchir, et puis on leur a dit qu'il y avait des possibilités, des potentiels, à travers des alliances, des acteurs, des coopérations sur le territoire. Ça, c'est un projet à long terme. La problématique, c'est que des projets à long terme, c'est long, c'est pas visible tout de suite, et qu'il y a des phases préalables avec des recherches de financement, etc., etc. Donc on a travaillé à un projet intermédiaire avec l'acquisition par la ville d'un tiers-lieu ou d'un espace qui va devenir tiers-lieu et qui va contribuer à la fois à montrer de quoi on est capable à travers les activités de coworking, de Fab Lab, d'espaces partagés, d'événements, etc., etc. Mais aussi dans une démarche participative qui va travailler le futur grand tiers-lieu dans la friche industrielle. Vous êtes en préfiguration, en quelque Ouais. sorte. Donc on est en préfiguration, on va se tester, on va démontrer, on est en train de le faire à travers des activités hors les murs, mais qui vont intégrer un lieu au mois de mars prochain, et en allant capter des financements aussi privés et publics qui permettent des compléments par rapport à l'investissement, aux travaux d'aménagement, etc., etc. Mais c'est surtout la manière dont on peut essayer de s'emparer de la question du foncier de manière participative avec les habitants sur la réflexion de la friche industrielle qui va devenir effectivement le futur tiers-lieu au bord de l'Oise. Et là, c'est toute la technique de l'éducation populaire qu'on s'emploie à mettre en place qui permet effectivement de mettre une commission, des ateliers de travail et à terme probablement une participation plus forte des citoyens et des usagers sur le futur projet. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, dans le tiers-lieu, la préfiguration de tiers-lieu, il y a des aménagements à faire, si j'ai bien compris, ou qui ont été réalisés. Donc ça, concrètement, ils ont été pris en charge par qui? Comment ça se passe? Alors, ils ont été, le bâtiment a été acheté par la ville de Creil. En revanche, tous les travaux d'aménagement à l'intérieur sont faits par nos soins, avec notamment des subventions que nous avons eues de la part de l'État dans le cadre du FNA d'été. Tout ça avec un bail sur le lieu qui va donner une convention et un bail avec des loyers relativement modérés dans lequel effectivement la ville de Creil va nous donner la possibilité d'exploiter le lieu et surtout de rentrer dans nos frais. Mais le FNAT, on a pu l'obtenir grâce au concours de la ville, et c'est tout ce qui s'enchaîne derrière qui va nous permettre aussi de mettre en place plus facilement l'exploitation à coût plutôt raisonné et raisonnable, puisque les loyers s'élèvent à 2 000 2 400 € pour une surface de 400-450 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal, plutôt confortable, et qui va nous permettre de mettre un bon coup de démarrage au niveau de l'activité sans se poser des problèmes d'équilibre économique. Ok. Merci Slimane. Françoise, je me tourne vers toi. Alors Françoise, est-ce que tu as un micro? Oui. Donc Françoise, toi, dans le Finistère, tout là-bas, vous avez décidé de monter un tiers-lieu qu'on appelle tiers-lieu productif. Alors, parce que apparemment les autres ne le sont pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un tiers-lieu productif et qu'est-ce que vous avez voulu faire là-bas et en quoi ça vient interroger une nouvelle façon de posséder l'espace, de l'occuper? Tiens, regarde, je te passe le mien. Vers le haut, c'est voilà, bon. C'est bon. Ça y est, un petit temps. Merci Sébastien, d'abord merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je connais bien votre région pour l'avoir habitée dans une autre vie. Donc je suis ravie de la retrouver. Et je suis aussi ravie que vous ne m'ayez pas demandé d'intervenir au karaoké, pour le karaoké d'hier soir. Donc ça, c'est déjà aussi un bon point. Et Super rien pour attendre. Et du coup, de pouvoir aussi participer à la mixité de vos tables rondes. Voilà. Donc je suis très, très heureuse. Moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait, Sébastien, l'appellation tiers-lieu productif. Je sais pas d'où ça sort et je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, sur le foncier, j'ai beaucoup de choses à dire qui vont être un petit peu, je vous préviens, un petit peu différentes des partis pris qui sont
de mes camarades du jour, tout simplement parce que le collectif que j'anime, on a participé dans les années 90 à l'hôpital éphémère, dans le 18e à Paris. Ensuite, dans les années 2000, on a participé plus qu'activement à l'expérience et à l'aventure des grands voisins dans le 14e. Mais le 14e, c'est déjà la Bretagne, hein, on est d'accord. Donc, de ces deux expériences-là, où le foncier n'appartenait pas aux porteurs de projets, que nous étions très nombreux, on était 2000 aux grands voisins, on ne s'est jamais posé la question de oui. Il faudrait que ce soit à nous. Parce que justement, et c'est dans la préparation, dans l'invitation de Sébastien, j'avais beaucoup apprécié cette question de se dire faut-il être propriétaire d'un tiers-lieu pour que le tiers-lieu puisse se développer bien. Et nous, on avait pris cette question-là d'un point de vue philosophique en se disant faut-il posséder pour être heureux et cette question-là, de faut-il posséder pour être heureux, elle renvoie aussi à une autre question de qu'est-ce qu'on possède. Et nous, dans les deux autres expériences, on pensait qu'on ne possédait qu'une seule chose, c'était notre liberté d'agir. Elle n'a pas été freinée, enfin il y a eu des freins, hein, des freins, et on a pu monter, déployer, impulser et vivre les expériences qu'on voulait, en sachant en plus que quand on a démarré ces expériences-là, on ne savait pas du tout où on allait. Hein. Enfin, il faut quand même être aussi très clair. Quand on est parti des grands voisins, on est parti parce que le projet immobilier ne correspondait plus du tout au bac à sable de la première saison des grands voisins. Les travaux commençaient, on s'est retrouvé avec un terrain de jeu tout petit, et c'était plus du tout ce qu'on avait connu. Donc, il était temps de revenir sur nos terres bretonnes, ce que nous avons fait allègrement. Et en arrivant, en revenant en Bretagne, on s'est dit, on était tous partis pour faire un tas de choses, puis finalement, on s'est dit, on a peut-être un devoir d'aller planter des graines de ce qui s'est passé. Parce que toutes ces expériences-là nous ont transformés. Mais toujours pas avec la question on est propriétaire du foncier. Donc on s'installe dans le Finistère. Alors je tiens à dire qu'on est à la pointe du Raz et que c'est le dernier port, c'est très vendeur hein, au niveau du tourisme. Ah non, tu ne veux pas le dire. Ah non, mais ils sont incroyables. C'est le dernier port avant l'Amérique. C'est notre baseline d'office de tourisme. Voilà. Mais au-delà de cette image un peu drôle qui est en latitude vraie, hein, c'est comme ça dans les latitudes, on ne s'est pas posé cette question-là de il faut qu'on soit propriétaire. On s'est dit on va planter des graines parce que nous avons vécu des dispositifs, des démarches de transition qui étaient totalement pour nous bouleversantes et des mixités sociales. Aux grands voisins, on avait quand même les hébergements d'urgence, la porte de la Chapelle qui avait déménagé, les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de femmes isolées et les foyers de mineurs sans papier. Tout ça au milieu des designers de chez Givenchy et de toutes les associations possibles et imaginables. Oui, mais c'est cette mixité-là, cet autre monde-là possible qu'on a non seulement touché du doigt, mais qu'on a réussi à construire. Donc on s'est dit, on va planter des graines. On arrive en Bretagne, on se dit, on va chercher un lieu, mais sans se dire, allez, on va acheter un lieu, on va être propriétaire. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des conserveries à l'appel. Alors ça, je peux vous dire que les bâtiments, les conserveries, des hangars, tout ce que vous voulez. Et nous, on n'a pas un rond. Enfin, on a 20 000 € en banque. Voilà, avec ça, on ne va pas aller loin sur un bâti comme ça. On tombe sur l'appel à projet de la région Bretagne qui avait un lycée, un ancien lycée qui était fermé, un lycée de Charpente-Maritime qui était fermé depuis 1 an et demi. Et la région avait ce dilemme, parce que ça a été un dilemme au conseil régional. Ou bien il le vendait à Pierre et Vacances, parce que c'est un bâti qui se prête bien à ce genre d'activité. En plus, on est juste au bord du port. Ou bien, quoi faire d'autre? Et là, le conseil régional, c'était il y a 5 ans hein, quand même. Les tiers-lieux n'étaient pas aussi nombreux dans la sémantique, ne serait-ce que le mot tiers-lieu ne circulait pas comme aujourd'hui où on le voit absolument partout, c'est très bien. Donc on arrive avec cet appel à projet et du coup la région se dit faisons une expérience
pour voir si on peut monter un tiers-lieu dans un territoire rural isolé avec 14% de chômage, 60% de la population qui a plus de 60 ans, 20% qui a plus de 80 ans, donc plus d'économie, que du tourisme qui va à la Pointe du Rhin, etc. Donc vous voyez quand même un territoire où il y a un petit peu de taf. Et on répond à cet appel à projet, on le remporte non pas par notre vision du foncier, mais on le remporte par notre vision. Et c'est ça qui va contractualiser le travail avec la région. Et au tout début, je vous assure, on ne s'est même jamais posé la question de « et alors, dans 3 ans, quand la convention sera finie, est-ce qu'on sera propriétaire ?» Ce n'était pas notre question. On a par contre travaillé tout de suite à ne pas faire une expérience éphémère. Ça, c'était notre choix de départ. On en avait vécu 2 intenses. On s'est dit, dans un territoire comme ça, ce n'est pas du tout l'éphémère qu'il faut, c'est quelque chose qui prend racine, c'est quelque chose qui va avoir du sens et quelque chose qui va être vraiment important pour le territoire. Et donc, on négocie, première des choses, on négocie non pas 3 ans, mais 6 ans de convention d'occupation temporaire. Aujourd'hui, on est à la moitié. Le bien appartient au propriétaire. On s'est posé plein de fois cette question quand même, parce qu'il y a des porteurs de projets, on a 25 entreprises installées, on gère des hébergements solidaires, des hébergements pour les saisonniers, on accueille un tas de séminaires de toutes sortes, parce qu'on a un plateau technique assez unique qui est dédié à ça. Et on s'est dit, alors bon, on fait quoi dans 6 ans? Et puis, on s'est dit, mais non, mais être propriétaire, ça veut dire quoi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? Ça veut dire, j'en rencontre des porteurs de projets qui veulent monter des tiers-lieux, j'en rencontre toutes les semaines, et qui me disent, ah oui, mais alors, si t'es pas propriétaire, tu peux être dehors, tu peux être mis dehors n'importe quand. Alors, je dis non, pas n'importe quand, si t'as quelque chose de bien contractualisé déjà, 1, et 2, moi j'ai vu beaucoup de tiers-lieux capoter, pas par le propriétaire, mais aussi par les porteurs de projets. La prise de risque, elle n'est pas que du côté du propriétaire. Il ne faut pas non plus mettre que ça de ce côté-là. Et ensuite, on me dit, bah, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais nous, notre asso, elle fait ce qu'elle veut dans le bâtiment, dans un dialogue extrêmement intéressant et constructif. Toutes les semaines, on travaille avec notre proprio, qui a investi 1,2 million de travaux pour des mises aux normes. Et quand il a investi l'année dernière 1,2 million, on a travaillé pendant 3 mois aux usages actuels. C'est-à-dire, cette salle-là, tu fais quoi? Cet espace-là, tu en fais quoi? Et ils les ont adaptés. Bon, moi, je trouve ça épatant. Sauf que depuis le 1er novembre, ça ne vous a pas échappé que vous avez été un peu décoiffé par ici. Mais nous, on a pris des coups de vent à 207 km/h, ce qui est un record pour la Pointe du Rhin. Eh bien, ce jour-là, je peux vous dire, de minuit à 4 heures du matin, le 2 novembre, j'étais très contente de ne pas être propriétaire. Et j'étais très, très contente, une fois qu'on a perdu la moitié de nos toits et d'innombrables dégâts, de me dire, bah, finalement, là, moi, je vais gérer que la sécurité des personnes, mais pas tout le reste. Ce n'est pas pour se dédouaner, mais c'est pour se dire aussi qu'on peut très bien développer des projets qui servent au territoire. On est un vrai pôle ressources, mais nous ne sommes pas propriétaires. Et dans 3 ans, le 2e cycle que nous entamons, il est là-dessus, on réfléchit à savoir qui va être propriétaire des lieux. Le conseil régional est plutôt à dire, moi, la convention, je vous la re-signe quand vous voulez, pour le temps que vous voulez. Bon, ça c'est une chose. La communauté de communes, là on rejoint plutôt Slimane, la communauté de communes dit « Ah oui, mais maintenant c'est quelque chose de très important sur le territoire, donc on aimerait bien que le bâtiment nous appartienne. » Donc on va réfléchir à tout ça, mais en tout cas, la question de quoi on est propriétaire, elle est centrale, et la question aussi de quoi on hérite. Parce que quand on vit dans ce type de bâtiment très chargé, on hérite aussi de quelque chose. Merci Françoise. Alors tu as commencé à répondre à la question que j'avais envie de poser aux intervenants et à vous dans la salle. Vous pouvez prendre la parole, on va faire tourner un micro. On dit souvent que les tiers-lieux et les occupants des tiers-lieux créent de la valeur, en fait, et que cette valeur, souvent, elle ne revient pas à ceux qui l'ont créée, parce que finalement,
On peut faire de l'occupation temporaire dans un quartier, donner de la valeur à un quartier, un bâtiment, et puis quand le taf est fait, on se fait chasser en fait. Donc la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que pour décider de sa destinée, on est obligé, il faut impérativement posséder le bien ou le lieu dans lequel on a investi. Donc Françoise, tu as commencé à dire pas vraiment, quand la région est plutôt conciliante, ça se passe plutôt bien. Bon, ça c'est les Bretons, hein, il faut toujours un promo. Voilà. Mais alors quand ça se passe pas bien, peut-être plutôt comme chez vous à Annecy, où le dialogue n'a pas eu l'air de se nouer. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce qu'il faut absolument que les usagers possèdent leur lieu? Comme je le disais, nous, de base, on l'a fait parce qu'on devait le faire. C'est-à-dire que les propriétaires voulaient vendre. Si on voulait rester dans les lieux, il fallait qu'on rachète. Après, je crois fortement, en fait, c'est un débat qu'on a en interne, mais on croit fortement que les collectivités devraient soutenir les tiers-lieux au travers d'appels à manifestation d'intérêt, de conventions ou de bails amphithéotiques. Et dans ce cas-là, en fait, la propriété est même plus une question, c'est-à-dire que ça devient vraiment un bien d'utilité publique au service de ses utilisateurs, et donc la propriété sort même de l'équation, et donc après il ne reste plus que les usages et ce que les bénévoles décident d'en faire. Par contre, quand ce n'est pas le cas, comme le nôtre, je trouve que la propriété est intéressante pour justement sortir de la temporalité très courte de l'usage temporaire, et puis ça permet aussi d'offrir le bien, de mettre à disposition le bien de ses usagers, donc voilà, la notion de bien commun. Par contre, les ennuis commencent aussi, comme tu le disais, à partir du moment où on est propriétaire, puisque jusqu'à présent on devait rembourser un loyer qui était ridicule, et aujourd'hui on doit rembourser un prêt, on a tout un tas de taxes et d'impôts qui viennent se rajouter à ça, on a aussi, là on est en plein travaux, donc on a de la chance, on a 10 à 15 bénévoles par jour qui viennent nous aider à rénover le bâtiment. Mais voilà, si demain la toiture s'envole, et là par exemple on m'a envoyé un message ce matin en me disant que les briques commençaient à se casser et qu'il fallait qu'on en trouve de nouvelles, oui, c'est des problèmes maintenant qu'en tant que propriétaire on doit régler. Donc je pense pas que l'accès à la propriété soit forcément une nécessité, et en tout cas elle n'est pas vide de challenge. Ok, merci. Qui veut répondre à la question, est-ce que pour décider il faut posséder? Ouais. Alors, nous, on a deux expériences, celle de Creil dont je parlais tout à l'heure et celle de Beauvais où on est propriétaire du lieu. L'approche et la position n'est pas du tout la même. Quand on est propriétaire, y compris avec un collectif, on décide, mais par contre, on est propriétaire des travaux, on est propriétaire de la maintenance, on est propriétaire du pépin, du sinistre, comme ça nous est arrivé l'année dernière ou il y a 2 ans. En même temps, en termes de marge de manœuvre, d'autonomie, de projet, de fonctionnement, on a réussi à trouver un modèle économique qui nous permet d'évoluer pleinement et de ne pas dépendre de collectivités publiques. Deuxième exemple, sur Creil. Là, ça va être différent. Sur Creil, si on imagine la friche d'ici quelques années, on sait pertinemment que nous ne sommes pas propriétaires, mais qu'on va travailler au projet de la friche avec plusieurs parties prenantes. Et on va s'essayer, on va voir sur le tiers-lieu transitoire ou intermédiaire, au montage d'une association préfiguratrice d'une SIC. Et peut-être que la SIC sera le modèle juridique qui nous permettra d'être, à un moment donné, dans la future gestion de l'équipement, voire même plus loin, dans l'acquisition de celui-ci. Et là, on retrouve la place des acteurs que nous sommes auprès des collectivités publiques. Il y a peut-être un chantier qu'on est en train d'ouvrir là-dessus, qu'on va ouvrir en tout cas. Par contre, la temporalité n'est pas la même et il va falloir qu'on ait un nombre assez important de partenaires et de parties prenantes autour de cette cycle-là. Merci Slimane. Hugo, tu voulais rajouter peut-être un élément sur cette question existentielle qu'on peut se poser dans tout projet collectif qui concerne un lieu?
Oui, on ne prône pas forcément la propriété ou la non-propriété, en tout cas quand on accompagne les projets. Bien souvent, ils viennent avec une éthique, des valeurs, et souvent on essaie de s'inscrire là-dedans, et c'est eux qui font ce choix in fine. Même si on a quand même tendance à assez régulièrement, en tout cas c'est un peu la voie qu'on veut porter, de tendre à créer le maximum de communs et du coup à aider les projets à se structurer, même s'ils partent dans une forme de propriété collective, de pouvoir permettre à terme de créer un commun avec cette forme de propriété collective et les amener vers ça. Et une autre voie dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est assez anecdotique et c'est un peu une niche, mais qui existe effectivement, c'est des biens qui sont confiés à des fonds de dotation. On travaille avec ce genre de fonds de dotation qui reçoivent de la part de propriétaires qui n'ont pas de descendance ou de gens qui sont militants et qui veulent placer leurs biens dans l'usage commun, et ils le font à travers ces fonds de dotation qui, eux, derrière, et tout à l'heure tu en parlais, signent des baux amphithéotiques avec des projets qui répondent à la vocation que le donateur a voulu garantir à son lieu. Et ça, c'est une forme de non-propriété qui permet de développer un projet de manière pérenne et qui, dans le temps, vraiment pourra durer au-delà d'un bail précaire ou d'une convention précaire qui pourrait être signée avec le tiers-lieu, quoi. C'est ça que tu dis, c'est une niche, mais c'est des formats qui existent. Aujourd'hui, il y a des fonds de notation qui hébergent des biens, quoi. Oui, quand je dis que c'est une niche, c'est par rapport au volume de friches ou d'hangars qui peuvent être disponibles, propriété de grands propriétaires ou de collectivités ou de municipalités. Enfin, par rapport à ce volume, c'est quand même nettement moins important. En termes de déchets. Okay. François, si vous voulez. Oui, si tu me permets. Si tu me permets, merci. Moi, je voulais dire que au lieu de penser possession, on pouvait peut-être aussi penser être possédé. Et carrément. Dans les histoires d'esprit. Et justement, moi, je pense qu'on est fondamentalement, enfin, les gens avec qui je bosse sont fondamentalement possédés par l'esprit de tiers-lieu. Et que cet esprit-là, c'est un esprit d'innovation. Donc, nous, on n'a jamais été habités par « il faut qu'on rentre dans la case foncière traditionnelle », et que peut-être que ça, c'est aussi à interroger. Je trouve que c'est drôlement intéressant que les collectivités et l'argent public soient mis sur des bâtiments pareils, d'autant que les 3 expériences que je vous ai citées sont des dimensions monumentales. C'est la gare Saint-Sauveur, pour moi, c'est qu'un bâtiment chez moi, hein, cumulé, et j'en ai 5 comme ça. Donc sur des bâtiments, sur des bâtiments monumentaux, c'est beaucoup plus complexe aussi de gérer, acheter une ferme et du terrain. Je trouve que c'est déjà autre chose. Mais nous, se dire qu'il faut absolument être propriétaire de trucs pareils, ça pose question. Donc la question de l'innovation, quand même, et d'aller chercher d'autres manières de travailler avec des collectivités, plutôt que de se battre sur on doit posséder, plutôt de se battre sur l'art de la contractualisation. Parce que c'est du papier, d'accord, c'est du juridique, etc. Mais on voit bien qu'avant tout, c'est du relationnel. Nous, il nous a fallu 1 an pour arriver à finir de rédiger la convention d'occupation temporaire. Ça fait que ça a décalé d'1 an nos affaires. Mais on était dedans. Hein. Vous étiez déjà dedans. Mais on était dedans avec une autorisation d'occupation temporaire. Ah, oui. Mais la convention... Bien joué. Oui. C'est pour gagner 1 an, ça. Oui, on a gagné 1 an. Du coup, entre parenthèses, j'ai dit ça va nous faire gagner 1 an. La question de l'innovation. Et puis, cet art de la contractualisation, je pense qu'il doit continuer à nous habiter, parce que travailler entre mon collectif, qui n'a rien à voir, ni politiquement, ni éthiquement, avec le conseil régional, avec la communauté de communes, qui, elle, n'a même rien à voir avec la commune, le bourg qui abrite le tiers-lieu, arriver justement à ce que ces entités-là, qui ne se parlent pas forcément bien, travaillent ensemble sur un projet. Ça, c'est de l'ADN de tiers-lieu, puisque c'est ce qu'on demande dans un tiers-lieu, c'est ce qu'on prône tous. On dit « Oh, super, on a une mixité d'usage, on a une mixité d'usagers. » Eh bien, essayons aussi que le fond et la forme soient dans le même sens. Okay, merci François. On va prendre quelques questions
dans le public s'il y en a. Je peux vous apporter le micro. Vous n'avez qu'à lever la main. Alors, est-ce que posséder, ça fait le bonheur de la vie? Bonne question, ça. Est-ce que tu peux juste te présenter avant de poser ta question? Pascal, accompagnateur de projets participatifs, assistance à maîtrise d'usage. Et j'ai eu l'occasion de voyager un peu à l'étranger, de voir notamment des modèles qui veulent s'affranchir de la propriété privée, même en allant voir les banques et en achetant un bien en ne rémunérant que les intérêts. Donc en fait, ils achètent un bien pour 100 ans, ils ne payent que les intérêts et ils agissent en fait comme s'ils étaient des locataires tournants pour rembourser les intérêts de l'emprunt. Ce système-là n'a pas vraiment encore fonctionné en France, mais c'est le principe d'une foncière qui dispose en fait des droits à céder les biens et qui ensuite donne à chacune des entités locales la capacité de gérer le bien. Donc ils peuvent l'utiliser, mais pas le céder. La propriété privée est détenue par la foncière. Bon, ça c'est un exemple en fait d'un autre moyen. On allait voir les banquiers qui en fait sont très intéressés pour récupérer leurs intérêts, les intérêts de l'emprunt, et il n'y a pas besoin de rembourser le capital. Voilà, c'est une autre façon de faire. Et par rapport aux collectivités, les collectivités peuvent avoir des stratégies très différentes en fait. Celles qui recherchent à tout prix la valorisation de leur foncier et donc l'appel à promoteurs, ou avoir une stratégie de valorisation de la dynamique collective qui est induite dans le territoire. Là aussi, il y a des expériences intéressantes dans les collectivités où finalement on veut construire la ville en partant des besoins du voisinage de ce morceau de ville qui est à reconstruire. Donc on imagine une friche. Cette friche-là, elle doit répondre à des besoins des voisins de cette friche. Finalement, elle va enrichir le tissu urbain. Et ces collectivités, notamment à Tübingen depuis 20-30 ans, transforment des friches industrielles, militaires, ferroviaires. Et tous les aménagements sont faits pour que le principe de la dynamique participative, de la mise en place des usages, en fait, réponde à l'environnement et aux personnes qui vont porter des projets. Et donc c'est une façon aussi de se dire, la collectivité dans sa stratégie, elle peut induire en fait un maillage et une dimension qui est encore peut-être plus fine et plus généralisée. C'est pas seulement un tiers-lieu, c'est la dynamique entre cette friche industrielle et les voisins qui vont pouvoir peut-être apporter un plus au quartier. Voilà, si vous voulez des renseignements dessus, c'est à Tübingen. Voilà. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à nos débats? Ouais, là-bas, je me dirige vers toi. Je te tends le micro. Si je peux me présenter, ok. Je m'appelle Théo et je travaille pour une association qui s'appelle Yes We Camp. Je suis désolé parce que pour la mixité de genre, c'est pas terrible. On est deux mecs à avoir pris la parole. Moi, j'avais juste une question pour l'écrevisse. Je me rappelle plus ton prénom. Je voulais savoir les obligations que vous avez levées. Généralement, c'est sur une durée, donc je crois que c'est 7 ans. Je sais pas là. Je ne sais pas combien, tu n'as pas précisé si c'était 200 000 euros ou 300 000 euros, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans 7 ans quand est-ce que vous relevez cet argent et du coup, il y a un peu un risque pyramide de Ponzi permanent, ou est-ce que vous avez imaginé un plan? Merci. Bon, alors, est-ce que tu as monté une pyramide de Ponzi? Exactement. Voilà, merci.
Romain, du coup, pour le prénom. Sur la durée, on est parti sur une durée de 5 ans. On trouvait que c'était déjà suffisamment contraignant pour les personnes qui allaient nous prêter l'argent. 5 ans, c'est quand même une longue période. On a vendu les obligations par tranche de 500 €. Donc pareil, ça représente déjà aussi une petite somme qu'il faut sortir. Et on a proposé un taux d'intérêt de 3% annuel. Donc avant l'augmentation du livret A, on était très très content de ce taux. Depuis, c'est quand même un peu limite. Mais en réalité, on a eu quand même énormément de retours, parce que là, donc, on donne une compensation en échange de l'argent qui nous est confié. Et comme j'expliquais, on a commencé par les dons, puis l'apport associatif, puis les obligations. Et en fait, on est parti de ce qui était le plus intéressant pour nous, et donc le moins intéressant pour les gens. Donc vraiment, en fait, il fallait vraiment qu'ils soient très proches de nos valeurs pour nous faire du don. Et on est allé vers le moins intéressant pour nous et plus intéressant pour les gens, puisqu'il y a une petite compensation financière. Donc là, on arrive à toucher des gens qui sont un peu plus éloignés en termes de valeur, on pourrait dire ça comme ça. Et donc on a levé 240 000 € avec les obligations. Voilà, donc 5 ans, 3%, 500 €, et le collectif a décidé de prendre le risque de repartir sur une campagne de levée de fonds tous les 5 ans, tous les 4 ans et demi, pour être exact. Et donc l'idée, c'est qu'on va rappeler toutes les personnes qui ont acheté des obligations, savoir s'ils veulent continuer de nous confier leur argent, et la différence entre ceux qui voudront, ceux qui voudront récupérer l'argent, du coup, il faudra qu'on trouve la même somme. Donc c'est du boulot, clairement, c'est du boulot, mais on avait besoin de lever autant d'argent pour qu'une banque puisse nous prendre la décision, valider l'emprunt, en fait. La raison pour laquelle on nous prête de l'argent, c'est parce qu'on a un taux d'endettement qui est inférieur à 50%. Et donc la banque prend littéralement 0 risque. Si le jour de la vente, le projet plante, elle récupère son argent et ses intérêts. Sans ça, c'était absolument impossible, personne ne nous aurait suivis. Et d'ailleurs, à part la nef, personne n'a décidé de nous suivre. Par contre, je vous reconseille vraiment cette banque. La banquière m'a clairement dit que si le projet passait pas, elle ne comprenait pas le sens de son métier. Donc ça peut quand même valoir le coup de vous tourner vers cette banque-là, parce que c'est chouette d'avoir des partenaires qui ont des valeurs et qui ont envie d'aller dans la même direction. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, merci. C'est vrai que la nef finance quand même un grand nombre de tiers-lieux, un grand nombre de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc, heureusement qu'on a ce type d'acteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez soulever, remarques? Est-ce qu'il y a des femmes qui souhaitent poser une question? Non, hein? Bah non. Ok, bah dommage. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que on remercie nos intervenants, on peut les féliciter pour la qualité de leurs interventions. Merci à vous. Et donc, on a une petite pause là de 10-15 minutes et après, il y a quelques ateliers qui reprennent. Voilà, merci à vous.